Bonjour à tous et bienvenue dans Audition Publique, une heure un invité tous les lundis soirs à 19h30 sur LCP et Public Sénat. À la veille de la journée qui peut tout changer, cette fois on entre dans le dur. Les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt et même peut-être à genoux, bloquer le pays et faire plier le gouvernement. Du taux de grévistes demain dépendra sans doute la suite du mouvement. Ce sera donc un mardi crucial. Cette réforme des retraites vaut-elle de fracturer le pays? A-t-elle toujours un sens si le gouvernement accède aux demandes de la droite? Le texte sera-t-il voté? Quelques questions qui vont vous être posées pendant cette émission. Bonjour François Patriat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ce qu'on appelle un grognard de la Macronie, un fidèle d'entre les fidèles d'Emmanuel Macron, président du groupe Renaissance au Sénat, où est examiné le texte jusqu'à dimanche prochain. Dans un instant, Brigitte Boucher et Tam Tranui reviendront sur la désastreuse communication du gouvernement sur cette réforme. Loris Boischot du Figaro sur les suites politiques que souhaite donner le gouvernement. Les questions d'actualité vous seront posées par Vincent Roux tout à l'heure. Et puis, vous avez accepté de débattre avec le député LFI Ugo Bernalicis. Ce sera tout à l'heure, après 20h. Nous vous en remercions. Une première question, François Patriat. Elle est simple. Est-ce qu'Emmanuel Macron va tenir bon sur sa réforme? Je le pense sincèrement. Je pense que cette réforme, elle a été faite au nom d'abord, de la nécessité de maintenir la solidarité intergénérationnelle et de préserver notre système par répartition, qui est un des meilleurs du monde aujourd'hui. Et en second lieu, elle est nécessaire parce que si on veut préserver cette mesure, il faut que demain, elle soit à l'équilibre. Et donc, on dit souvent, cette réforme, elle est à la fois inutile et elle est injuste. Je crois qu'elle est normale, elle est nécessaire parce que on pense bien que le fait démographique montre que notre système est à bout. Je vous donne un seul chiffre qui n'est pas souvent évoqué. Il y a aujourd'hui 17 millions de retraités en France. En 2030, il y aura plus de 20 millions de retraités. Est-ce que vous pensez qu'avec un tiers des Français en retraite, on peut travailler moins demain? Non, je ne pense pas. Ça, c'est une raison démographique. Très bien. Le gouvernement ne l'a pas mise en avant. Il a parlé de justice. Donc, on y viendra tout à l'heure avec Brigitte et Tam. Mais vous, je note que vous ne reprenez pas textuellement les termes initiaux du gouvernement. Vous dites c'est d'abord pour des raisons démographiques. Emmanuel Macron, dites-vous, ne va pas caler. Vous dites, je le pense sincèrement. Vous en êtes sûr dans votre fort intérieur? À titre personnel, j'en suis sûr, bien entendu. Sûr je pense que cette réforme qu'il a essayé de mener d'abord de façon systémique... Pourquoi? Parce qu'en mai 68, sans doute, le gouvernement voulait tenir. Pourquoi? Est-ce que ça tuerait son quinquennat, comme on le dit, s'il n'arrivait pas à bout de cette réforme? Le problème, c'est pas de savoir si ça tue le quinquennat. Le problème, c'est de savoir, et là, on arrive aux mesures de justice, si demain, la France peut avoir, dans 10 ans, 150 milliards de dettes supplémentaires, 15 milliards par an, et si nos enfants et nos petits-enfants peuvent avoir une retraite de peau de chagrin pas assurée du tout. J'entends bien, les Français ne veulent pas de cette réforme. Est-ce que s'ils devaient céder, ça tuerait politiquement son quinquennat? Honnêtement, je vous réponds à la question en disant, je ne vois pas aujourd'hui ni le gouvernement, ni le chef de l'État céder. C'est un engagement qu'il a pris dans la campagne. Pas. Je pense qu'il ne cédera pas parce qu'on ne peut pas céder. Olivier Dussopt, le ministre qui porte évidemment cette retraite au gouvernement, soutenait hier dans les colonnes du Parisien que la réforme est de gauche. Est-ce que ça n'est pas une énième maladresse formulée par un membre du gouvernement sur cette réforme de dire que c'est une réforme de gauche quand vous avez besoin de vous appuyer sur les voix de droite pour la faire passer? Eh bien justement, quand les Républicains au Sénat vous disent ce sera la réforme des Républicains, elle sera de droite. Et que le gouvernement dit aujourd'hui, non, cette réforme, elle a d'abord été initiée par le gouvernement, il y a eu des discussions qui ont été faites avec les Républicains, et il y a dans cette mesure des mesures qu'il n'y a jamais eues dans la proposition qu'ont fait les Républicains au Sénat pendant 4 ans. Ils proposaient la retraite à 65 ans ou 64 ans, sec, sans mesure à côté. Or, dans cette loi, il y a, et on nous le reproche un peu parfois, il y a pour plus de 6 milliards de mesures d'accompagnement social qui visent les carrières longues, les carrières hachées, la pénibilité et l'emploi des seniors. Il y a 7 milliards. Donc, ces 7 milliards, ce sont des mesures sociales qui sont aujourd'hui faites là pour corriger, pour partie, les difficultés de retraite qu'ont entraîné des carrières insuffisantes. La gauche n'a jamais proposé de décaler à 64 ans
l'âge légal de la retraite. Jamais. Comment peut-on dire aujourd'hui, comme le fait l'Olivier Dussopt, que c'est une réforme de gauche? Je vous l'ai dit, par les mesures sociales qui l'accompagnent, et parce qu'en fait, on voit bien que la réforme Touraine et ses 43 annuités... Ça, c'est la durée de cotisation. Elle aboutit en 2035 à la retraite à 64 ans. De facto, elle y aboutit. Donc, c'était bien déjà cette réforme qui aboutit, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, la plupart des gens prennent leur retraite à plus de 63 ans. Avec la réforme Touraine, et quand on a commencé avec 43 annuités à 22 ans, on est à 65 ans. Donc, vous voyez... Donc, vous dites que c'est une réforme et de gauche et de droite. Je dis que c'est une réforme juste, équilibrée et nécessaire. Encore une question. La retraite des parlementaires. Vous êtes sénateur. Il se trouve que les députés, au Palais Bourbon, ici où nous sommes, ont réformé leur système de retraite. Tout à fait. Est-ce que vous êtes favorable à ce que les sénateurs, qui ont un régime spécial, entre guillemets, réforment eux aussi leur système de retraite pour se rapprocher du commun, comme on dit, du système commun? Je ne vais pas faire de langue de bois. C'est bien, ça, c'est une bonne intention. Le premier préambule, c'est que être parlementaire, ce n'est pas un métier. C'est pas un métier. Donc, dire qu'on va être comme les autres métiers, c'est pas un métier. C'est un métier très aléatoire qui peut durer 3 ans, 2 ans pour certains, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Bien, première chose. 2, c'est un régime, ce n'est pas un régime spécial, c'est un régime autonome. 3, les parlementaires prennent la retraite en moyenne à 72 ans. C'est déjà une spécificité que ne prennent pas la majorité des Français. 3, inexorablement, je pense que la réflexion a déjà été menée par le président du Sénat et je lui en donne acte. Il y a une PPR qui est déposée aujourd'hui par le groupe... Une proposition de loi, de résolution, déposée par le groupe Écologie Les Verts, qui sera étudiée. Et je pense que le président l'a dit déjà, le bureau du Sénat va se réunir pour réfléchir à ce que pourrait être demain une évolution des retraites des sénateurs. Donc, vous êtes favorable à une évolution, oui. Tout en rappelant que ça n'est pas un régime spécial, que vous êtes équilibré, mais vous êtes favorable à ce qu'il y ait une réforme. De là à revenir à un régime commun, vous dites quoi? C'est de la démagogie? Oui, allez-y, vous avez joué le jeu de la sincérité. Je voudrais vous faire sourire un peu. Depuis que je suis élu parlementaire, ça fait très longtemps, je ne vous dis pas quand, on va retrouver ça dans Wikipédia. On a fait beaucoup de... écoutez, voilà, j'ai été élu la première fois en 1980. Allez, ça fait pas de mal de temps. À l'époque, les parlementaires ne payaient pas d'impôts. Du tout, rien, sur aucune indemnité. Bon, dès que je suis arrivé, on a mis les impôts, et c'est bien normal. Ensuite, on a dit, attention, une fonction, pas plus de 2 mandats. 2 mandats. Ensuite, on a dit, attention, si vous êtes autre chose, j'étais président de région, pas plus qu'une fois et demi l'indemnité parlementaire. On écrète. Ensuite, on a dit, je suis devenu ministre, on supprime les fonds secrets. Tout ça, c'est très bien. Je les ai votés, j'y ai souscrit, et c'est normal. Pensez-vous aujourd'hui que dans l'opinion publique, l'opinion vis-à-vis des hommes politiques a changé? Pas du tout. Pas du tout. Je vous le donne comme tel. Donc, il faudra le faire. Il faudra le faire sans état d'âme et sans espoir que ça améliorerait par ailleurs l'image des parlementaires, dont beaucoup de Français disent qu'ils sont tous pourris par ailleurs. Mais il faudra le faire parce que la demande des Français est celle-là. Il faudra le faire, bien entendu. Il faudra le faire. Bien sûr. Il faudra réformer le régime de retraite des sénateurs. Et ça se fera, j'allais dire, dans le cadre de ce qu'est la Caisse des sénateurs aujourd'hui. Je vous rappelle, les sénateurs prennent leur retraite à 72 ans moyenne. Et en plus, il y en a qui deviennent sénateurs seulement à 62 ou 63 ans. Donc on voit bien que c'est pas un régime spécial. C'est pas un métier que vous commencez à 15 ans. Le système, on a bien compris. Non, Brigitte j'en Boucher. donne les caractéristiques, je ne le défends pas. Ben voilà. Brigitte Boucher, Tam Tranumi, bonjour à toutes les deux, c'est vous, Tam. Bonsoir Elisabeth, bonsoir François Patria. Bonsoir François Patria. Vous dites qu'Emmanuel Macron va tenir bon, mais on entend déjà la CGT Chimie qui se dit prête à mettre à genoux l'économie française. Est-ce que, quand même, ça vous fait peur? Ah, ça me choque. Ça ne me fait pas peur, ça me choque. L'expression vous choque? Que des gens qui représentent des salariés dans ce pays, qui représentent l'économie, qui représentent des femmes et des hommes qui travaillent, qu'on puisse mettre demain l'économie à genoux, ça veut dire que ce seraient les Français qui en pâtiraient les premiers, qui auraient demain des pertes d'emploi, des pertes de pouvoir d'achat, des pertes de recettes, des pertes d'allocations qui viendraient demain. Comment aujourd'hui un syndicat peut-il dire, pour réussir, nous allons mettre l'économie française à genoux? Et le gouvernement peut tenir face à des syndicats qui sont à ce niveau de motivation, qui ont des propos aussi radicaux? La légitimité de la loi, elle n'appartient pas aux syndicats, elle appartient aux parlementaires. Les choses sont claires. Ce n'est pas les syndicats qui votent la loi, et ce n'est pas les gens qui votent la loi. C'est les parlementaires qui la votent. Les parlementaires, ils ont été élus pour voter des lois, et pas seulement pour débattre. C'est pour ça que je souhaite qu'on vote à l'Assemblée, au Sénat, ce qui n'a pas été fait à l'Assemblée nationale. Mais je dis aujourd'hui qu'il faut entendre les syndicats. Il y a eu des négociations, vous savez, je pense que
ça fait 3 ou 4 ans qu'on parle de la réforme des retraites. On en a parlé avec M. Delevoye. Il y a eu la réforme systémique. Elle a été abandonnée parce qu'elle ne permettait pas d'arriver suffisamment tôt à l'équilibre. On est clair. Bien. Maintenant, il y a la réforme paramétrique qu'a voulu le gouvernement et qui a fait des concessions depuis. Je ne pense pas que la réforme brute telle qu'elle était envisagée au départ, 65 ans, brute comme le proposaient les sénateurs à l'époque républicains, il y a eu des avancées dans le domaine des carrières longues, des carrières hachées, de la pénibilité, de l'emploi des seniors. Donc, je pense que les syndicats ont été entendus. Je note par ailleurs syndicats ne ont été reconnaissent pas entendus. beaucoup. Vous estimez qu'ils ont été entendus? Et ils ont été suffisamment reçus. Attendez, ils ont été reçus pendant 3 mois, là. Pendant 3 mois. Et par M. Olivier Dussopt et par la Première ministre. Ils sont tous opposés à votre réforme. Attendez, non. Tous les syndicats sont opposés à votre réforme. Est-ce que je peux aller... Ils ont dit, c'est ça que je le reproche, parce qu'ils ont tous topé sur les avancées qu'on leur a proposées. Mais leur ligne rouge, c'est les 64 ans. Oui. Donc, l'article bien entendu. Et c'est pour ça que quand vous nous dites... Ils trouvent que ça ne va pas assez loin non plus sur la pénibilité, sur les carrières des femmes, sur les carrières longues. Ça n'ira jamais assez loin. Il n'empêche que c'est des avancées de 6 milliards et demi aujourd'hui, sans précédent, qui n'ont jamais été faites et que personne n'a osé faire jamais. Et quand la réforme Touraine que j'ai votée, moi, il n'y avait pas ces mesures-là à l'époque. Et il y avait déjà les 43 ans. Oui, mais il n'y avait pas l'âge légal non plus. Un scénario à la 1995, avec des semaines entières de blocage. Est-ce que c'est pas ça qui nous attend ? Moi, j'ai le sentiment, en vous entendant aujourd'hui, d'entendre tout ce qu'on m'a dit sur tous les plateaux pendant le mois de décembre. Attention, on va mourir parce qu'il n'y aura plus d'électricité, il y aura des coupures tous les jours. C'est bien de prédire tous les jours un scénario catastrophe, Tam. J'entends bien. C'est bien de le faire. Moi, je suis plutôt... Je pense que demain, il y aura beaucoup de monde dans la rue. Oui. Il y aura beaucoup de manifestants. Oui. Il y aura beaucoup de désordre dans les transports. Oui. Il y aura beaucoup de grévistes. Il y aura beaucoup de grèves. Il y aura beaucoup de grévistes. Écoutez, moi, j'ai tout à l'heure le chiffre. Attendez, je vais vous donner un chiffre. Ouais. Là, vous allez vous surprendre. Parce que j'ai vu un chiffre faux par les syndicats. J'ai eu le chiffre du ministère. Dans l'enseignement primaire, taux de syndicat déclaré pour demain, 35%. C'est inférieur à la dernière manif de février. Alors, à l'AFP, 60%. Non mais, à l'NP, non mais aujourd'hui, c'est ce que disent les syndicats. Oui. C'est ce que dit aujourd'hui. On verra. Moi, je pense que demain, il y aura plus d'1 million de personnes. Je pense qu'il y aura autant de personnes, peut-être un peu plus, qu'à la plus grande manif qui est au mois de janvier. J'entends bien. Pour ça. Et donc j'entends bien. Mais est-ce que c'est de nature aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement doit dire, parce qu'il y a 2 millions de personnes dans la rue, je recule? Non, mais après-demain, après-demain. Alors après-demain, j'espère d'abord que le texte, que l'article 7 sera voté au Sénat. Qu'est-ce que ça changera ? Je pense une chose, c'est que j'entends bien la volonté de dire aux syndicats, on va mettre le chaos, on va mettre la France à genoux, on va bloquer la France. D'abord, on bloque jamais la France. La France, elle ne sera pas bloquée. Mais l'article 7, ça stoppe les manifestations ? Non, mais la France, elle ne sera pas bloquée. En 95, vous trouviez qu'elle n'était pas bloquée, la France ? La France ne sera pas bloquée. La France, elle ne sera pas bloquée. Mais pourquoi ? Il y aura toujours des gens qui iront travailler, il y aura toujours des gens qui iront à l'école, il y aura toujours des hôpitaux qui tourneront, il y aura toujours, etc., des services qui fonctionneront. Oui, la France ne sera pas bloquée. Elle sera malmenée. Il y aura des perturbations, j'entends bien, mais la France ne sera pas bloquée demain. Alors, on nous promet, les syndicats et les partis d'opposition au Sénat nous promettent la journée de l'apocalypse. Bon, on va voir, on verra bien. Demain, il y a quand même une France à l'arrêt. Enfin, il faut quand même ouvrir les yeux, non ? Vous ne croyez pas que demain, ce sera complètement bloqué ? Alors, est-ce qu'il suffirait que la France soit à l'arrêt 2 jours, 3 jours, 4 jours, parce que les syndicats manifestent, pour qu'on arrête de réformer ce pays ? C'est la question. Moi, je vous pose la question. Non, c'est vous qui une semaine, 2 semaines, 3 semaines, comme en 95. Mais pour l'instant, on verra. Moi, je pense, il y a une chose que vous n'intégrez pas. Je pense que les Français, sans doute, majoritairement, ils ne veulent pas de la retraite. Mais ils sont lucides. Ils ne sont pas résignés. Ils ne veulent pas de la réforme. Ils savent bien que cette réforme des retraites, quoi qu'il arrive, 1, est nécessaire et que 2, elle sera votée. Et ils le savent. Ce n'est pas de nature à encourager un mouvement très durable. Un mot sur le fait que Bruno Retailleau dise qu'il faut bloquer les bloqueurs. Est-ce que vous êtes de son avis ? Oui, vous savez, je me souviens que Pasqua disait qu'il allait terroriser, etc. Ça, c'est des formules politiques qu'on aime bien employer aujourd'hui. Je pense que moi, autant, j'ai du respect, des égards et de l'écoute vers ceux qui manifestent dans la rue dans des conditions et qui font grève. Autant, je vous assure, je suis opposé à ceux qui, dans ce pays, veulent bloquer le pays, veulent créer le chaos, veulent mettre la France à genoux. Je pense que quand les Français entendront ça, ce sera de nature à les faire réfléchir. Alors donc, est-ce qu'il faut des réquisitions par anticipation dans les transports ? Est-ce qu'il faut des réquisitions dans les raffineries ? Est-ce qu'il faut aller un peu plus loin pour empêcher de bloquer ? Qui marchera. Il y aura un TER sur 10 qui marchera demain. On l'a déjà vu plusieurs fois. Il y a déjà 3 des 4 terminaux méthaniers en France qui vont être arrêtés pour 7 jours. Est-ce qu'il faut réquisitionner
réquisitionner pour écoutez, dans ce cas-là, la loi permet au gouvernement de réquisitionner effectivement pour faire livrer. S'il faut le faire, on le fera. Voilà, je pense. Alors il y a une loi, le Sénat qui a adopté en 2020 une proposition de loi pour autoriser les réquisitions de grévistes aux heures de pointe dans les transports pour les jours de grève. Mais cette loi n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous souhaitez qu'elle le soit rapidement, justement, pour qu'il y ait un vrai service minimum qui soit en vigueur? Écoutez, on ne va pas multiplier les difficultés au même moment. Non, donc obligé de le faire demain. Ce texte-là, voilà, moi je pense que ça doit être négocié avec les représentations civiles, syndicales et autres, qu'on peut arriver à faire comprendre aux Français. Non, mais c'est un texte que je ne dis pas que j'appelle de mes voeux, mais qui je pense sera nécessaire si effectivement c'est au moment de durer. Vous n'êtes pas contre? Alors vous dites les Français sont résignés. Il y a 65% des Français qui soutiennent une grève reconductible. Est-ce que vous êtes sûr que vraiment l'opinion ne va pas se retourner à force des blocages, que les jours de grève se multiplient? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va se retourner contre le gouvernement? J'entends bien ce qu'on me dit sur les sondages. Vous savez, je me méfie des sondages de jour le jour. Ce matin, je disais sur notre plateau, moi je me souviens d'avoir été sur des sondages au moment du Covid, où il y avait 55% des Français qui disaient de ne vouloir jamais se faire vacciner. Alors là, les analyses de jour le jour, ça va dépendre, de l'opinion qu'auront les Français, de la façon dont vont se dérouler les journées qui viennent. C'est sûr, les journées qui viennent. Donc il faut regarder Donc rien n'est joué, François Patriat. Donc rien n'est joué. Je crois rien n'est joué, rien n'est jamais joué. Dans la vie, rien n'est jamais joué. Non, mais c'est un indicateur important. Vous allez quand même regarder l'évolution de l'opinion. Ce que je vous dis par là, c'est que le gouvernement tiendra bon. Et je crois que Mme Borne, ce soir, qui fait une émission ce soir, va vous dire que, 1, elle souhaite que le texte soit voté. 2, qu'il soit voté par les deux parlements, si possible 149.3, et que 3, le texte de loi soit voté in fine à l'équilibre et qu'il ne manque pas tel ou tel million, comme ça a été évoqué ici ou là. On va parler de tout ça. Un mot sur la jeunesse qui semble se joindre au blocage. Ça, vous ne craignez pas qu'il y ait une agrégation des colères, que cette jeunesse qui, en mai 68, a pu faire voler en éclats les lois? J'en étais. Voilà. Très bien. Ça vous inquiète pas? Écoutez, moi, si vous me demandez si je suis en permanence inquiet, non. Non, mais la jeunesse, depuis le début, vous me demandez si je suis inquiet, surtout. Non, vous ne voyez pas d'indicateur sur la jeunesse. Le blocage lancé par Louis Boyard, par exemple. Oui, mais... Le Blocus Challenge, par exemple, lancé par Louis Boyard. J'ai été choqué par le fait de dire qu'il inviterait, qu'il tirait au sort quelqu'un qui viendrait visiter la plus belle photo du blocage de son établissement. La visite du Sénat et de l'Assemblée nationale, c'est ouvert à tous les citoyens et c'est gratuit. Alors je trouve que M. Boyard s'octroie là un privilège qui n'existe pas. C'est de très mauvais goût. Pourquoi très mauvais goût? Parce que je trouve que d'inciter les gens au chaos, au désordre, si les lycéens veulent faire grève, ils n'ont pas besoin que M. Boyard les appelle à faire grève. Ils n'ont pas besoin que M. Mélenchon dise mettez le chaos dans ce pays. Donc vous y voyez la main de Jean-Luc Mélenchon derrière ça? Bien entendu. On entend beaucoup la gauche sur les bancs du Sénat depuis le début de l'examen de la réforme des retraites. Est-ce que l'obstruction du Sénat est vraiment plus douce qu'à l'Assemblée, François Patriat? Elle n'est pas plus douce, elle est la même. Mais par contre, la forme, si vous me demandez qu'est-ce qui différencie, le Sénat, je crois, et le président a raison de vouloir, veut montrer qu'il est une chambre à la fois respectueuse de la démocratie, où le débat est certes dur, il est âpre, mais il est respectueux et il est digne. Alors que nous avons assisté ici, dans cette maison, à un débat avec des anathèmes, des injures, des insultes, des rappels au règlement, du brouhaha permanent. Mais vous venez de dire que c'était la même. Mais vous avez dit ça, moi, c'est de nature. Vous avez dit que c'était la même? Non, attendez. Non, laissez-moi. J'ai dit que sur la forme, le débat se déroule dans des conditions dignes. Maintenant, l'objectif des oppositions au Sénat, qu'ils soient communistes, socialistes ou Europe Écologie Les Verts, c'est de vouloir faire en sorte au bout que le texte ne soit pas voté. Et pour ce faire, ils multiplient depuis la première heure des débats, on a 106 heures, je vous rappelle, au Sénat, on a eu plus de 60 heures ici, 106 heures au Sénat, ils multiplient les artifices de procédure, etc., pour faire durer le débat. J'ai assisté à, le premier jour, première séance, sur l'article liminaire, 52 amendements identiques déposés par 52 sénateurs différents qui le défendent, et ensuite explication de vote. J'ai passé tout mon week-end au Sénat, jour et nuit. J'ai assisté hier à un débat sur lequel, sur un amendement, on a eu droit à 42 explications de vote. C'est l'obstruction. C'est l'obstruction, ça vous agace? Donc je vous dis que sur la forme, ça n'est pas comme à l'Assemblée.
sur le fond, l'opposition est aussi dure. Seulement, au Sénat, il y a 240 députés qui font la majorité autour de ce texte et 92 qui s'y opposent. On a parlé de l'article 7, mais il y a une mesure qui va arriver après l'article 7 qui est signée par la droite sénatoriale qui veut une fin accélérée des régimes spéciaux pour que les régimes spéciaux s'éteignent dès 2040. C'est un amendement de Bruno Retailleau. Est-ce que vous craignez que cela mette encore plus de l'huile sur le feu? Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Alors, le gouvernement est opposé. Moi, j'ai toujours été opposé, je l'ai dit. Parce que je pense que là, il s'agit de la parole donnée et du contrat signé entre l'employeur et un salarié. Si vous rentrez gazier ou autre sorte, avec des conditions de rémunération qui ne sont pas celles que vous souhaitez, mais qui vous ont permis un déroulement de carrière, il est normal que l'engagement qui a été souscrit soit tenu. Ça, on l'a défendu, vous vous souvenez de la clause des grands-pères pour les gens de la SNCF, on le fera de cette façon. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agirait d'une rupture de contrat. Maintenant, je dis à M. Retailleau, moi, vous voulez laver plus blanc que blanc, parce que, en fin de compte, qui est-ce qui s'attaque aux régimes spéciaux? Vous m'avez demandé, la caisse des parlementaires aussi. Quel est le gouvernement qui aujourd'hui a décidé de mettre fin aux régimes spéciaux? Qui l'a mis dans le cadre de la SNCF? Qui va le mettre ici demain à la RATP, chez les clercs de notaire, à la Banque de France? Qui va le mettre demain? C'est ce gouvernement. Donc ce gouvernement qui a le courage, lui, de dire il faut mettre fin aux régimes spéciaux qui, pour des raisons des autres, étaient tout à fait justifiés à une époque, qui le sont moins aujourd'hui, ce gouvernement s'y attaque et il le fait. Alors, on peut faire de la surenchère tous les jours et dire on va aller plus loin de loin. Je trouve que c'est une façon de démarquer à droite ce texte, alors que nous pensons, et je pense moi, comme Olivier Dussopt, que c'est un texte de gauche, je le dis franchement, eh bien, de se marquer. Avec c'est pas mal de marqueurs de droite qui sont en train de s'inscrire dans cette convergence que souhaite M. Retailleau sur la fin des régimes spéciaux, nous ne la soutiendrons pas et le gouvernement ne la soutiendra pas. Vous demandez un effort important aux Français, travailler 2 ans de plus qu'à 64 ans, mais à l'arrivée, il n'y a pas d'équilibre de cette réforme à l'horizon 2030. Le ministre Olivier Véran a dit ce matin que l'objectif d'équilibre serait tenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez enlever des mesures sociales pour parvenir à l'équilibre de la réforme en 2030? Bon, je crois que Olivier Véran a eu raison parce qu'il avait été repris sur le fait qu'il avait dit qu'en l'état actuel des débats, il pouvait manquer quelques millions. Je voudrais vos milliards. Je vous rappelle les chiffres. Millions. Non, milliards. Il manque 300 millions. Mais je vous rappelle les chiffres. Cette réforme, aujourd'hui, apporte en économie 17 milliards 300 millions, auquel je rajoute 1 milliard 300 millions qui vient de la caisse d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 1 milliard 3. Plus 300 millions de la CNRACL. Bien. Ça fait près de 20 milliards. Bon. Il y a un transfert avec la caisse d'IS. Bon, c'est près de 300 milliards. Près de 20 milliards. Ces 20 milliards, dedans, il est prévu aujourd'hui un peu plus de 6 milliards de redistribution à travers les mesures sociales qui sont prévues. Ce que je pense, c'est qu'au bout du compte, quand on arrivera en commission mixte paritaire où tout se jouera, il faudra choisir entre les amendements, parce qu'un amendement ce matin, voté contre lequel j'ai voté, qui est sur le CDI senior, qui coûte 800 millions. Alors moi, je veux bien que M. Retailleau dise « Nous voulons être rigoureux, ce que nous voulons, c'est l'équilibre, il faut que l'équilibre soit respecté. » Oui, il n'y a pas grand-chose sur l'emploi des seniors dans votre texte. Et dépose un amendement. Écoutez, il y a déjà un index senior qui n'existait pas avant, il y a des mesures qui sont prises de rétorsion, qui sont prises dedans. Il n'y aura toujours pas assez de choses en mesures sociales. La surcote pour les femmes, par exemple, il faut l'enlever? La surcote pour les femmes. Alors, sur la surcote sur les femmes, je voterai pour. Vous voterez pour. Je voterai pour. Donc le gouvernement la maintiendra s'il y a une commission mixte paritaire. On verra où on arrivera. À 5%? Alors 5%, on verra si c'est 5%. Mais je pense que cet amendement-là, il sera discuté in fine en commission mixte paritaire. C'est un amendement que notre groupe, le groupe Renaissance, soutiendra au Sénat. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a une hypothèse de 4,5% de taux de chômage et c'est quasiment impossible de tenir finalement cet équilibre financier. 4,5% de taux de chômeurs, ça veut dire 13 milliards et demi à l'arrivée de manque. Alors, comment vous allez... est-ce que ce n'est pas un mensonge supplémentaire finalement? Alors, vous apportez l'eau à mon moulin. Hein, vous nous dites, tout le monde me dit dans l'opposition, le corps dit qu'il n'y a pas besoin de la retraite, qu'il n'y a pas de difficultés financières, que ça ira bien. Et vous me dites, attendez, mais les conditions où le corps dit, attention, s'il y a 4,5% de chômeurs, il y aura 13 milliards et demi de déficit. Attendez, donc c'est lui qui le dit. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'effectivement, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, si on veut demain assurer le régime des retraites, si on veut demain qu'il y ait plus de services de santé, plus de services publics, plus de moyens et tout, il faut que la France, c'est pas sur les retraites je pense, il faut que la France travaille plus. Donc ce que je pense, c'est que ce chiffre que vous me donnez des 4,5% nous incite encore plus à plus de rigueur et encore plus à voter la loi.
Brigitte. François Tam, Patria, pardon. est-ce que vous admettez que le gouvernement a commis des erreurs quand même sur cette réforme? Par exemple, sur son slogan sur les 1200 euros, qui a été très mal compris par les Français. On a eu l'impression que ça allait être 1200 euros pour tout le monde. Est-ce que vous l'admettez qu'il y a eu des véritables erreurs de communication du gouvernement? J'entends dire le gouvernement a perdu la bataille de la communication. D'abord, comment voulez-vous gagner la bataille alors que l'opinion publique, grâce aux syndicats et d'autres, s'est focalisée sur la mesure 62-64 dont les syndicats ne voulaient pas du tout. Il y a eu Vous pouvez des avoir toutes les- inexactitudes, il y a eu des maladresses. Il y a eu, sur les 1200 euros, c'est J'y quand viens, même... j'y Non viens, j'y viens. Alors là, moi j'avais compris, bien entendu, le premier jour où j'ai entendu la mesure, dans le texte de loi, hein, je ne parle pas avant, dans le texte de loi, j'ai entendu ce qu'a dit la première ministre, le premier jour, elle a dit 1200 euros, c'est pour une carrière complète au SMIC. Alors les gens qui me disent aujourd'hui, attendez, mais j'ai 800 euros, j'aurai 1200 euros, je dis non madame, vous n'avez pas une carrière complète et au SMIC, vous ne l'avez pas. Donc aujourd'hui, si vous avez 32 annuités, vous n'aurez pas 1200 euros. Les gens qui ont entendu l'avaient bien compris. Il n'y a pas d'erreur de communication en la matière. Alors maintenant, vous pourriez me dire, parce que là vous me parlez d'erreur de communication, mais parlez-moi quand même, demain, du 1 800 000 personnes qui vont toucher entre 20, 30, 40, 70, 100 euros supplémentaires par mois, 70 euros par mois de retraite supplémentaire, ça fait quand même 800 euros par an. C'est quand même pas si mal que ça aujourd'hui. C'est pas beaucoup pour une petite retraite, j'entends bien. Pas 1200 mais c'est mieux. Mais c'est mieux. Non mais attendez, c'est mieux que ce qui n'a jamais été fait. 1200 euros. Alors là, il n'y a pas eu d'erreur de communication. Je m'insurgerai. Au début, c'était Même une Olivier carrière. Dussopt le reconnaît. Une carrière complète au SMIC. Non, une carrière complète au SMIC. Oui, ça a été oublié. Bon, alors, dernière question pour vous, Brigitte. Oui, sur les débats, est-ce que vous êtes sûr qu'on arrivera à voter cette réforme dimanche soir au Sénat? Je le souhaite. Moi, je pense d'abord, je le souhaite et le président le souhaite. Parce que le président Larcher, lequel? le président du Sénat le souhaite. Et là, en l'occurrence, nous allons tout faire pour y arriver. Il souhaite que le Sénat montre qu'il est capable de débattre dans le sérieux et la sérénité et qu'il est capable de trancher et de voter au bout. Parce que le Sénat, c'est pas la maison des palabres. C'est un peu le cas ici. Hein, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Il va falloir couper dans les débats, là. Laissez-moi finir. Je pense que le rôle du Sénat, c'est d'abord de débattre, mais ensuite de voter, parce que le débat, il est là pour éclairer une solution au bout. Encore faut-il qu'il y ait un débat. Une délibération. Le débat, il a lieu, attendez. Parce que moi, quand vous me dites que là, nous, on n'a pas intérêt à prolonger inutilement par des répétitions un débat qui n'a pas lieu d'être prolongé. Alors, pour arriver à chaque fois, le débat, il est fait à la fois par le rapporteur qui répond au nom de la majorité de la commission et par le gouvernement qui répond très très bien à chaque fois à ceux de l'opposition. Alors, comment on y arrive? Comment on y arrive, voilà. J'espère qu'on votera l'article 7 dans les 2 jours qui viennent. J'espère qu'après on discutera à partir de demain, j'espère. Et ensuite, il faudra arriver dimanche à ce qu'on puisse... Alors, ça dépendra comment on va se conduire. Si l'opposition jusqu'au boutiste maintient son nombre d'amendements, le multiplie, l'intervention de vote, je pense qu'il y a au Sénat peut-être des moyens pour raccourcir un peu le débat. Lesquels? Je ne sais pas, on me dit qu'il y a un vote pour, un vote contre. Malgré tout, ça ne suffirait pas. Je dois faire passer les amendements aujourd'hui. L'article 38 ne suffit pas. Très bien. Donc, le vote bloqué? J'ai cru comprendre aussi que dans le repas où j'ai participé avec les présidents, on va dire comme ça, mais il n'y avait pas un deal ni signé, mais il y avait un accord pour qu'on ne parle pas de l'article 7 avant la journée de demain, mais qu'ensuite, chacun faisait des efforts pour arriver à ce que ce texte soit voté au bout. On retire des amendements. Ça, c'est les présidents de groupe. Je comprends bien qu'aujourd'hui... La gauche retirait des amendements. Je comprends bien aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous pensez que la gauche ne veut pas voter dimanche soir? Parce qu'elle sait qu'elle va perdre. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle va perdre. Donc, elle voudrait délégitimer la loi. Et moi, je souhaite, que la majorité au Sénat... Elle est bien motivée pour ne pas voter. Les présidents de groupe au Sénat, y compris la gauche, Pardon, oui. Se sont mis d'accord. Se sont pas mis d'accord. On a évoqué la possibilité de dire... Voudrait voter contrairement à l'Assemblée nationale. Je vous dis que c'était le souhait qui était émis au départ. Moi, je pense maintenant, je doute que l'opposition souhaite pouvoir voter jusqu'au bout. Alors là, on est négatif, positif, on ne sait plus. Non, vous doutez je vous ai dit que dans la réunion que nous avons eue, il y avait un accord sur le fait qu'on puisse discuter jusqu'au 7, jusqu'à la manifestation, pour arriver à l'article 7, et qu'ensuite, les débats se dérouleraient plus sereinement. C'était une entente tacite. J'ai le sentiment aujourd'hui que l'opposition revient sur cette proposition. D'accord. Elle dit aujourd'hui... Un pas en avant, deux pas en arrière. Entendu. Merci beaucoup Brigitte. Merci beaucoup Tam. On rejoint tout de suite avec un peu de retard, mais il connaît la musique. Bonjour Vincent Roux. Merci d'être avec nous en direct du Figaro Live. On vous écoute pour une première question d'actualité à François Patria.
Oui, il y a une polémique, François Patriat, à laquelle vous avez participé, c'est ce qui se passe en ce moment à Versailles. Est-ce que vous en voulez à ceux qui vous ont incité à écrire un amendement pour prolonger le mandat de Catherine Pégard en justifiant du fait qu'elle était en poste au moment où les Jeux Olympiques ont été décidés? Ouais, bon. Alors, cette question, le gouvernement avait souhaité que sur les sites où les Jeux Olympiques se déroulent, où les travaux sont déjà bien engagés, où il y a des mesures très importantes à prendre, où il y a des financements assumés, où il y a des équipements à réaliser, les gens qui sont en situation puissent le rester. Moi, je ne vois pas d'objection. Je pense que c'est une politique inutile et stérile. Aujourd'hui, j'ai déposé cet amendement parce que je pensais que c'était la volonté du gouvernement que les gens restent en place. Je l'ai déposé. J'ai compris que le Sénat ne le voterait pas, qu'il faisait l'unanimité contre lui. Je l'ai retiré. Je n'en tire ni aucune honte, ni aucune gloire. Vous en voulez pas à ceux qui vous ont incité à écrire cet amendement, qui a été quand même très décrié et très moqué? Mais pourquoi je leur en voudrais? Attendez, pourquoi je leur en voudrais? Chacun dans l'Assemblée arrive avec ses convictions, avec sa volonté. C'était le souhait du gouvernement, je le soutiens. Je soutiens le gouvernement, donc j'ai déposé l'amendement. C'était même le souhait du président. Derrière ça, il y a quand même une critique qui est le fait du prince dans la prolongation du mandat de Catherine Pégard. Le président ne m'a jamais appelé, ne m'en a jamais parlé. Je peux vous l'assurer. Les yeux dans les yeux. On vous pose la question, est-ce que ça n'est pas le fait du prince que de maintenir Catherine Pégard à la tête d'un institut, malgré le fait qu'elle a atteint la limite d'âge? Son prédécesseur, il y avait la limite d'âge, il a été remplacé. Très bien. Mais je pourrais vous poser la question pour beaucoup d'autres personnes dans les services publics qui sont au-delà de la limite de l'âge. Donc, et ça a été le fait du prince, de beaucoup de présidents par le passé. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que le président force la main pour les dominations aujourd'hui. En l'occurrence, alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas... Madame Pégard semble avoir aussi beaucoup de soutien parmi les... Alors pourquoi est-elle toujours à la tête de cette institution prestigieuse? Écoutez, c'est pas à moi de décider aujourd'hui, hein, vous avez compris. Non, mais je vous demande pourquoi. Moi, je sais. Je vous demande pas que j'ai qui va la déposé cet remplacer. amendement parce que le gouvernement souhaitait qu'elle puisse y rester. Je l'ai fait. Qui va le remplacer? Je n'en sais rien. Et je n'ai pas d'idée sur lequel personne pourrait le remplacer. J'en ai eu par le passé quelques idées. Là, aujourd'hui, ce sera le fait du gouvernement et du chef de l'État. Merci beaucoup, Vincent. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Vincent. C'est pas d'une importance majeure. Merci quand même. Hein. Et c'est une importance majeure parce que certains y voient effectivement un abus, pas un abus de pouvoir, mais un fait du prince qui ne respecte pas certaines règles. Donc, c'était important de vous poser la question, franchement. Et maintenant, je donne la parole à Loris. Mais je réponds aux questions, parce qu'en l'occurrence... Que vous connaissez. Mais vous avez parfaitement répondu. Vous dites qu'on ne vous a rien demandé. Le gouvernement respecte les règles, puisqu'il a demandé à ce qu'on change par la loi. De respecter les règles. Les règles étaient respectées. Ah oui, vous faites une loi pour que l'état de fait soit effectivement entre dans la loi. Bonsoir Loris Boischaud du Figaro. Bonsoir François. Pour les questions politiques. Bonsoir. Je reviens à la réforme des retraites. Pour espérer faire adopter cette réforme, vous avez besoin de la droite. Oui. La droite qui domine le Sénat, la droite dont vous avez aussi besoin des voix cruciales à l'Assemblée nationale pour compléter cette majorité relative et arriver à la majorité absolue. Est-ce que ce sont des partenaires fiables, les Républicains ? En l'occurrence, vous savez, nous cherchons les compromis pour avoir une majorité sur les textes de loi que propose le gouvernement. Nous l'avons vu, par exemple, sur les énergies renouvelables, où nous l'avons fait un compromis avec la gauche. Là, c'est vers les Républicains. Attendez, on l'a fait un compromis avec la gauche. Et la gauche au Sénat a voté le texte ENR avec nous. Sur ce texte-là, il ne n'a pas échappé au gouvernement que le souhait des Républicains, à travers la campagne de Mme Pécresse, qui annonçait fièrement qu'elle était pour la retraite à 65 ans, le fait réitéré que chaque année, les Républicains déposent un amendement similaire qui se rapproche de la décision du projet de loi du gouvernement qui, lui, apporte des mesures sociales supplémentaires, bien entendu, à partir du moment où il y a une majorité possible ici, quand vous avez une majorité relative au Parlement, il faut bien trouver des alliés pour faire passer le texte. Est-ce que ce sont des partenaires fiables? Je vous pose la question parce qu'on a vu que différentes voix s'exprimaient au sein du groupe Les Républicains, notamment à l'Assemblée nationale, autour d'Aurélien Pradié. Est-ce que ce ne sont pas des voix qui pourraient vous manquer le moment venu lors d'un vote final éventuel? Je ne parle pas de l'Assemblée nationale, je n'y siège pas, je ne sais pas comment aujourd'hui il fonctionne. Ce que je vois, c'est au Sénat. Au Sénat, je vois le président Retailleau, je vois le président Marseille, je vois M. Maluret, nous-mêmes et d'autres qui sommes d'accord pour faire en sorte de sauver ce système de retraite et de voter un texte de loi qui soit à la fois juste, équilibré
et qui permettent de conserver le système. Ce que vous nous dites, À ce moment-là, c'est que les Républicains au Sénat sont plus fiables qu'à l'Assemblée nationale. Non, je pense qu'ils sont majoritaires. Et ils sont majoritaires sur cette position aujourd'hui. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on irait c'est-à-dire à l'encontre d'un accord possible sur un texte que souhaite le gouvernement. Ça pourrait être masochiste. Et dans la majorité, alors, on a vu que des frondeurs s'étaient exprimés, s'étaient manifestés ces dernières semaines. Une douzaine de frondeurs entre les groupes Renaissance, Modem, Horizon, je parle là de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez faire le pari que lors d'un vote final éventuel à l'Assemblée nationale, aucune voix ne manquera dans la majorité ? Je fais ce pari. Je pense, parce que j'en parle souvent avec mes amis, avec mes collègues, avec les responsables de groupe, que j'ai encore vu aujourd'hui, je pense qu'au bout du compte, aucune voix ne manquerait à la majorité. Donc et pas de je vote pense que contre, chez les Républicains, ni sont d'abstention. majoritaires. Je dis à une près peut-être, je ne sais pas. Peut-être à une près, mais non, je ne pense même pas. Peut-être une abstention, mais je pense qu'aucune voix ne manquera, en tout cas pas 10, ni 12, ni 15, ni 20. La très grande majorité, si ce n'est toutes, ce que je crois, voteront le texte. Majorité, c'est-à-dire Renaissance, Horizon, Modem. Horizon et Modem, oui. Au sein même d'Horizon. Et certains liotes, peut-être. Au sein même d'Horizon, parce qu'on a vu qu'une demi-douzaine de philippistes renaclaient à voter la réforme. Partisans d'Édouard Non. Philippe, pour ceux qui n'ont pas les... J'entends bien, les membres d'Horizon appartiennent à la majorité. Leur président, Édouard Philippe, lui-même a dit qu'il soutenait le texte de la réforme, qu'il soutenait le gouvernement. Il y a pendant le débat des volontés d'amendement, d'amélioration, parce que certains parlementaires, sous la pression de leur mandant, souhaitent faire passer les amendements. Ça crée des mouvements d'humeur, mais au bout du compte, je ne pense pas qu'une voix manquera, y compris chez Horizon. Et alors, comment passer à autre chose après la réforme des retraites ? Est-ce qu'il faut un remaniement pour ouvrir un nouveau chapitre, par exemple ? Est-ce qu'il faut une dissolution ? Alors, d'abord, je pense que la réforme des retraites, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les réformes à faire. Le président de la République a ce courage d'engager des réformes nécessaires que d'autres n'ont pas voulu faire par le passé et de le faire sur des sujets difficiles. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais échappé. c'est une étape très importante C'est une césure dans le politiquement. quinquennat. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir comment rebondir. Elisabeth, je vous dis derrière, quand je vois le calendrier qui nous attend derrière, je me dis que les réformes ne vont pas s'arrêter aux retraites. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? 15 jours après, nous nous saisissons du texte sur l'immigration. Est-ce qu'il Sur faudrait... l'immigration. Il va y avoir un texte sur la justice, il va y avoir un texte sur la fin de vie, il va y avoir une réflexion sur la réforme des institutions, il va y avoir un texte travail. Moi, j'ai regardé avec mes amis du groupe que j'ai réunis demain matin, les chantiers qui nous attendent demain sont des réformes importantes. Cela ne nécessite pas un remaniement. Il me semble que le gouvernement, si le gouvernement mène à bien cette réforme, il l'a menée dans l'ensemble. Je ne suis pas même à juger de l'action de tel ou tel ministre aujourd'hui. Je pense que le remaniement n'est pas à l'ordre du jour, à titre personnel. Je pense qu'il n'est pas à l'ordre du jour, qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui. Quant à la dissolution... En cas d'échec d'une réforme des retraites, est-ce qu'il faut une dissolution, par exemple ? Écoutez, s'il y avait une réforme échec des retraites, là, ce serait une situation de chaos. Je pense, aujourd'hui, c'est une situation difficile. Ce serait difficile. Donc, et comment prendre acte et passer à autre chose ? Non, mais je n'imagine pas ce scénario. Je pense, je vous dis, que la réforme sera votée, qu'elle sera votée 149.3 et qu'elle sera équilibrée. Donc, j'écarte les scénarios. Je n'ai pas besoin de me faire mal ou de me faire peur, que les choses soient claires. Donc, la dissolution, c'est autre chose. La question que je me pose, moi, à titre personnel, c'est est-ce que cette Assemblée, dans sa composition actuelle telle qu'elle est, dans la conduite qu'elle a aujourd'hui, est-ce qu'elle peut durer 5 ans ? À titre personnel, la réponse est dans la question. À titre personnel, j'en doute. Je ne vois pas comment on pourrait voter 5 budgets avec 10 ou 15 49.3. Alors elle tient jusqu'à quand ? Elle tient tant qu'on pourra voter des textes. Et on les vote. Il n'y a pas un texte qui n'est pas passé aujourd'hui. Depuis la réélection d'Emmanuel Macron et cette nouvelle mandature, tous les textes sont passés. Tant qu'on pourra voter les textes, il n'y a pas besoin de dissolution. Mais vous dites même le budget, c'est 49.3. Le jour où on ne pourra plus voter les textes, où les oppositions seraient manifestement en vue de vouloir renverser le gouvernement, ce jour-là, il faudrait dissoudre. En cas d'échec sur la loi immigration, par exemple, qui est l'un des prochains chantiers ouverts par l'exécutif. Écoutez, les négociations n'ont pas commencé avec les parlementaires, on n'a pas encore rencontré les ministres pour en parler. Laissons le chantier. Ce sera difficile a priori pour la faire adopter, puisque la gauche est contre, la droite est contre, à ce stade. On verra. Un mot sur les élections sénatoriales. Oui. Vous êtes sénateur, président du groupe Renaissance au Sénat. Les sénatoriales, c'est dans 6 mois, au mois de septembre. Vous avez 24 élus dans votre groupe Renaissance. Est-ce que vous risquez de perdre des plumes lors de ce scrutin, puisqu'on sait que les sénatoriales sont indexées sur les élections locales, municipales, et que le camp Macron n'est pas très fort dans les villes ? Ce que je pense, c'est déjà qu'on peut gagner des sièges. On peut en gagner. Même si je sais que les mouvements au Sénat se feront à la marge sur quelques dizaines de parlementaires. Je pense que les élections sénatoriales
sont le résultat des élections municipales de 2020, qui, vous l'avez noté, ne nous ont pas été favorables. C'était un échec pour le camp du président de la République. Ne nous ont pas été favorables. Hein, bon, bien. Donc, je ne vois pas demain comment on pourrait effectivement avoir triplé le groupe. Je ne dis pas ça aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que parmi les sénateurs, certains, je n'en connais pas, qui ont démérité. Je pense qu'ils peuvent aujourd'hui être en situation d'être réélus. Pratiquement tous, je dis tous même, d'être réélus. Et je dis que nous pouvons gagner. Je vois déjà des départements où nous pouvons gagner quelques sièges. Il y a des groupes qui perdront des sièges, il y a des groupes qui gagneront. Je pense que le groupe Europe Écologie Les Verts peut gagner des sièges parce qu'ils ont gagné des grandes villes. Ils ont gagné des grandes villes, les Verts aujourd'hui. Donc les grandes villes apportent des sénateurs. Je pense que le groupe de M. Malhuret, le groupe Libre, pourrait avoir des transfuges qui viendraient de chez les Républicains, qui espéraient plus chez les Républicains grossir au sous. Je vois beaucoup d'autres groupes qui vont perdre quelques sièges, mais l'équilibre du Sénat ne sera pas changé. Pour ce qui concerne le groupe que je préside, j'entends me battre avec eux pour que les sortants, aujourd'hui, soient en situation, parce qu'ils ont fait un immense travail au Sénat, d'être réélus demain. Merci beaucoup, Loris. À très vite, évidemment, dans Auditions publiques. Une question avant d'accueillir votre confrère de l'Assemblée, Hugo Bernalicis. Emmanuel Macron, nous dites-vous, depuis le début de l'émission, va tenir sur les retraites. Oui. Est-ce qu'il pourrait envisager, peut-être dans un souci d'apaisement et de concorde, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il envisage finalement une taxe exceptionnelle sur les superprofits? Je pense que la philosophie... D'abord, la taxe super, elle se fait au niveau européen. Oui. Donc je pense qu'une taxe sur les profits dans un seul pays, moi je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'on l'a déjà obtenu, beaucoup en doutaient. On a déjà obtenu des résultats. Bruno Le Maire a mené ces négociations. Le président de la République l'a fait au niveau européen. Je pense que si nous devons taxer les super profits, prendre ce qui se fait déjà aujourd'hui, il faut le faire européen. Je ne le vois pas aujourd'hui. Je ne souhaite pas, à titre personnel. En Europe, il y a des pays qui le font par pays et puis aussi au niveau européen. Il y a des pays qui ont mis la retraite à 67 ans. Vous n'y à êtes pas titre favorable. personnel aujourd'hui, est-ce que vous pensez, que la France n'est pas déjà le nirvana des impôts? Nous sommes le deuxième. Je vous parle d'une taxe exceptionnelle. Oui, c'est un impôt, c'est un impôt. D'exonérer, c'est un impôt. Une contribution exceptionnelle. Nous sommes déjà. Il y en a déjà une. Il y en a déjà une. Il y en a une qui est votée. Il y a déjà une. Ça n'a pas déstabilisé énormément. Non, mais moi je pense que le message que nous devons faire passer à un moment où les résultats apparaissent en termes d'industrialisation dans ce pays. Où on a plus d'usines qui sont construites, où il y a 37 000 emplois dans l'industrie qui ont été créés, qui ne s'est pas fait depuis 20 ans. Où on est, pour la 4e fois, le pays le plus attractif aujourd'hui en Europe pour les investissements étrangers. Je pense que dans ce pays-là, donner le signal de taxes supplémentaires aujourd'hui, surtout que taxer les super profits, on l'a vu avec Total, vous savez comment ça fonctionne, puisque les profits que fait en France Total ne sont pas de nature. S'il devait y avoir un geste d'apaisement, ce ne serait pas celui-là. Voilà. Hugo Bernalicis s'est installé en face de vous. Bonsoir, monsieur le député La France Insoumise. Évidemment, deux thèmes comme d'habitude. On commence par les retraites, peut-être. Évidemment, je pense que c'est le sujet du moment. Moi, je voudrais savoir, monsieur Patriat, monsieur le sénateur, comment vous assumez de porter une réforme contre la majorité de l'opinion des Français. Les sondages se multiplient, se succèdent, encore un récemment publié dans l'Humanité aujourd'hui. 65% des gens sont opposés radicalement à cette réforme des retraites et 65% sont d'ailleurs favorables à une grève dure, reconductible, pour mettre en échec cette réforme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire une réforme contre le peuple? Alors, on va dire, moi je suis parlementaire. Et en tant que parlementaire, j'essaye depuis de nombreuses années de faire en sorte de ne pas voter en fonction, j'allais dire, de la démagogie momentanée, mais de l'intérêt général. C'est le sens de ma question. Le sens de votre question, c'est de dire aujourd'hui... Est-ce que c'est l'intérêt général quand 65% des gens sont opposés à votre réforme? Mais aujourd'hui, ils sont opposés. Mais ils étaient déjà opposés à 60% lorsqu'il y a eu la réforme Fillon. Aujourd'hui, qui est-ce qui me remet en cause la réforme Fillon? Personne. À chaque fois qu'on a avancé dans la réforme des retraites, non mais personne, je veux dire aujourd'hui... Vous exagérez, parce que si on demande aux gens attendez, la suite de la réforme, c'est la suivante, c'est 65%. Non, bon. Attendez. Donc vous avez la réponse à votre question. Personne ne remet en cause les réformes qui ont été faites, y compris par M. Hollande, que j'ai soutenu. Personne, parce qu'elles étaient nécessaires. Si elles n'avaient pas été faites, on serait dans le danger qui nous menace aujourd'hui. On aurait alors là X milliards de déficit. Mais attendez, pourquoi je vote la cette réforme réforme? précédente de 2013 a été faite, il n'y a pas besoin de la suivante. Si je suis votre raisonnement. Si, parce que la donne a changé. Comme il n'y a pas besoin de réformer, réformons. C'est ça votre leitmotiv. Je vous explique. C'est un peu tautologique, votre histoire. Je vous explique calmement. Ce qui était vrai il y a 40 ans, quand la réforme à 60 ans expliquez-moi. a été votée. Il y avait pour nous
il y avait pour nous une démographie favorable. Aujourd'hui, non, j'ai posé les mêmes arguments. Non, pas du tout. Laissez terminer la réponse. Pas du tout. Je vous pose la question. Aujourd'hui, tout à l'heure je l'ai dit, quand on va passer de 17 millions de retraités à plus de 20 millions de retraités, c'est-à-dire un tiers des Français à la retraite, pensez-vous que l'on puisse aujourd'hui travailler moins dans ce pays? Oui. Vous pensez? Bon, vous le pensez? Oui. Je pense. Bon, d'accord. Moi, je ne le pense pas. Moi, je ne fais pas que le penser. Je le défends politiquement. Je suis pour la retraite à 60 ans et je suis pour qu'on la finance. Très bien. Voilà, j'entends bien. Mais oui, parce que c'est une question de financement. Ce n'est ni plus ni moins. Vous voulez la financer par des taxes et des impôts? C'est ça la question. Vous voulez la financer par les taxes et des impôts? Entre autres. Tout à fait aléatoire, parce que les profits d'aujourd'hui ne sont pas forcément les profits de demain. Et les impôts sur telle ou telle activité qui dégringolerait demain mettraient les retraites à bas. Moi, ce que je vous dis, quand je vous dis qu'il est juste, je vous dis 20 millions de retraités demain, notre système ne nous le permet plus et tous les pays autour de nous l'ont compris. Deuxième chose, si vous pensez aujourd'hui qu'on peut continuer à avoir 15 milliards de déficit par an, parce que c'est 15 milliards une année, sur 10 ans, c'est 150 milliards. Moi, ce qui me paraît aujourd'hui juste, aujourd'hui, c'est de ne pas laisser à mes enfants et mes petits-enfants une France où ils auraient une retraite de peau de chagrin et où il y aurait 100 ou 200 ou 300 ou 500 milliards de dettes supplémentaires. C'est ça ma responsabilité. C'est la raison pour laquelle, malgré l'opinion des Français aujourd'hui de la retraite, je vais voter ce texte. Et alors pourquoi vous ne votez pas des recettes supplémentaires si vous ne voulez pas laisser des retraites de peau de chagrin aux enfants qui demain seront des adultes et des futurs retraités? Parce que c'est votre réforme qui va produire cela précisément, c'est-à-dire un allongement de la durée de cotisation et le fait que les gens partiront à la retraite avec, s'ils veulent partir au même âge qu'aujourd'hui, avec moins de retraite mécaniquement, ou sinon en moins bonne santé. Parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle ne s'améliore pas, elle recule, surtout vu l'état de l'hôpital public. Donc, je rejoins le débat sur la question des super-profits. Non, c'est le même débat. La question sur les super-profits. On a posé la question 15 milliards. 15 milliards, mais je vous les trouve tout de suite. Très bien. D'accord? C'est 56 milliards qui ont été versés au CAC 40 en dividendes. C'est 80 milliards d'évasion et de fraude fiscale par an, alors que vous, votre majorité, refusez... Non, c'est le même sujet. Non. C'est de l'argent public qui échappe, à l'impôt. C'est de l'argent qui devrait revenir dans les caisses de l'État. S'ils y étaient, on ne se poserait pas de questions. On serait en train de discuter, est-ce qu'on préfère 59 ans ou 60 ans, ou si on pourrait descendre à 58 ou à 57 ans et demi pour certaines professions. Voilà le beau débat que nous pourrions avoir pour le pays. Parce que peut-être que vous avez une vision du retraité qui ne fait rien, qui ne sert à rien dans la société, qui est là en train de profiter. Moi, c'est pas la vision que j'ai du retraité. La personne qui est à la retraite continue d'être utile pour son pays, pour sa famille, pour ses voisins et pour tout le reste. Non, mais vous le projet de société que vous faites tout le débat, je veux bien ne pas répondre. Ne répondez pas, très bien. Ça me va parfaitement. Je veux bien ne pas avoir le temps de répondre. Moi, j'essaie de vous répondre. J'entends bien votre discours sur les taxes, les super-profits, etc. J'entends bien cela aujourd'hui. Mais j'ai une question sur les cotisations. Je suis d'accord avec vous. Ce que je voudrais dire d'abord, le régime des retraites, c'est un régime par répartition qui fait que les retraites des retraités sont financées par les actifs et pas par des impôts. Que les choses soient claires. Donc, voilà. Oui. Alors, quand vous avez, dans la fonction publique, aujourd'hui, moins d'actifs que de retraités, l'État met 30 milliards au bout. Et donc, l'État met 30 milliards au bout. Mais tout ça, c'est 30 milliards qu'on ne met pas à côté pour faire du développement économique, de la recherche, de l'innovation, de la création d'emplois. Quand vous supprimez les impôts pour les grandes entreprises et qu'il nous manque de l'argent dans les caisses de l'État, quand votre majorité fait ça, c'est de l'argent qui nous manque, vous êtes en train de pleurer. Vous devriez pourtant. En baissant les taxes. Laissez répondre un tout petit peu, monsieur. En baissant les taxes, comme nous l'avons fait, et qu'en baissant les charges sur les entreprises, nous avons aujourd'hui... Augmenté les dividendes. Vous ne le dites jamais, pas du tout. Nous avons des recettes fiscales nettement supérieures à ce qu'il y avait par le passé. Très nettement. Et vous le savez. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est l'effet rebond du Covid. Ça n'a rien à voir. Vous vous trompez radicalement. Aujourd'hui, mais pas du tout. C'est prouvé par A plus B. Aujourd'hui, comme il y a plus de gens qui travaillent, comme il y a plus de richesses, comme il y a plus de bénéfices, les gens payent plus d'impôts, plus de taxes, plus de cotisations. C'est pas vrai parce qu'ils sont mal payés et que les petits salaires sont exonérés de cotisations sociales par un certain nombre de niches fiscales. C'est ça la réalité aujourd'hui du fonctionnement économique. C'est que les bas salaires ne cotisent pas. C'est pour ça qu'il est urgent d'augmenter les salaires. Mais pourquoi vous ne parlez pas? C'est ça la mesure radicale. Pourquoi vous ne parlez pas du chômage? Mais je vais vous en parler tout de suite. Il faut augmenter les salaires. Attendez. Augmenter les salaires, diminuer le temps de travail dans la journée, dans la semaine et dans la vie. Il faut augmenter les salaires et travailler moins. Très bien. Exactement. Exactement. Et vous savez comment on peut faire ça? Et vous savez comment on peut faire ça? Je vais vous citer un exemple. Les richesses. Mais vous ne voulez pas partager. Vous défendez ceux qui accaparent. C'est votre projet politique parce que vous pensez le ruissellement magique. J'ai jamais dit ça. Comme ça, régler les problèmes. Vous êtes de gauche, monsieur Bernalicis. Ah, contrairement à vous, oui. Vous êtes de gauche. Très bien. Bon.
Moi, je ne vous permets pas de me juger. Je constate que vous le dites que vous le dites, mais vous n'avez pas à me juger. Moi, je considère que je comme votre réforme qui n'est pas de gauche, qui est de droite. Écoutez-moi bien. Je vous dis que je suis de gauche. Et surtout antisociale. Que voulez-vous dire? Expliquez-moi alors pourquoi, si vous êtes de gauche, un pays voisin qui s'appelle l'Espagne, dans lequel le gouvernement est socialiste et le ministre communiste des Affaires sociales communiste vient de faire passer en Espagne la retraite à 66 ans et 3 mois. Ils sont de gauche, hein, comme vous. Et voilà, et eux, ils disent, on est raisonnable, on veut assurer les retraites, on veut assurer l'équilibre, on veut assurer l'effort intergénérationnel et on le fait. Expliquez-moi comment ces gens de gauche... Et après, on passera à un autre sujet. Je ne suis pas député espagnol, mais je vois que ça vous intéresse l'Espagne, mais je crois qu'ils sont en progrès par rapport à la situation antérieure. Eux vont dans la bonne direction. 66 ans et 3 mois. Eux vont pas 60 ans et moins travailler. Attendez, eux vont dans la bonne direction, contrairement à vous. Vous voulez aller plus loin, vous voulez aller à 67 après-demain. Bon, c'est très bien, c'est votre projet politique, ça vous regarde. Vous allez à 43 annuités. Se mordent les doigts de ne pas être dans un État social comme la France, où les syndicats ont lutté dur, ont conquis le fait qu'il y ait des cotisations sociales, que les gens se payent leur retraite. D'accord? C'est pas un cadeau. Non, c'est pas les gens qui payent leur retraite, c'est la génération suivante qui paye la retraite. Oui, les gens se payent leur retraite. Non. Oui, les gens globalement se payent leur retraite. Entre les actifs aujourd'hui et les retraités d'aujourd'hui aussi. Oui, oui, très bien. Mais je suis au courant, je sais comment fonctionne la répartition, monsieur Patria. Vous me prenez pour qui? Du calme, monsieur Bernalicis, il n'y a rien d'infamant dans ce qu'il vous dit. Non, mais je sais que vous êtes spécialiste en exosquelette et en rien d'autre, et que c'est ça votre projet de société. Non, pas du tout. Voilà. Sauf qu'il y a des gens, vous savez, qui réfléchissent. Mes propos, d'interpréter ce que j'ai dit par ailleurs. Vous savez, vous avez l'attaque, le sarcasme, la critique facile. Vous aimez ça? Vous êtes brillant en la matière. Je vous donne un master 2 en la matière. C'est gentil. Bon, maintenant, franchement, ça n'est pas agréable. On passe pas par ce genre en tout cas, d'admonestation. Vous aviez encore un sujet. Oui, exactement. Le débat est animé, tant mieux, mais pas de mise en cause personnelle. Vous aviez un autre sujet qui vous tient à cœur parce que vous êtes un spécialiste à la commission des lois. Allez-y. Exactement. C'est la question de la police judiciaire et de la réforme de la police dans son intégralité par sa départementalisation. Vous savez que deux de vos collègues, Nadine Bellureau et Jérôme Durin, viennent de rendre leur rapport, qui sont nos homologues. On a fait la même mission ici à l'Assemblée nationale avec Marie Guévenoux, et ils plaident, tout comme moi, pour un moratoire sur cette réforme en disant ce n'est pas le moment de réformer la police nationale, en tout cas tel que indiqué par Gérald Darmanin. Nous avons des grandes échéances, Coupe du Monde de rugby, Jeux Olympiques en 2024. Ce n'est pas le moment de déstabiliser l'institution judiciaire. Il y a eu encore aujourd'hui, ce matin, des rassemblements devant tous les services de la PJ du pays où les agents de la police judiciaire, dont les meilleurs enquêteurs du pays. Vous pouvez nous redire un tout petit mot du contenu de la réforme? Le contenu de la réforme, c'est de départementaliser. C'est-à-dire qu'il y a un chef unique de la police dans chaque département du pays, regroupant ceux qui font police aux frontières, ceux qui font police judiciaire, ceux qui font sécurité publique, ceux qui font renseignement territorial. Tout ça, un seul et unique chef, là aujourd'hui où nous avons des directions différentes, des emprises territoriales différentes et des budgets qui sont différents. Quelle est votre question? Ma question, c'est est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un moratoire sur cette réforme de la réorganisation de la police et qu'on attende après les Jeux Olympiques à tout le moins, quand bien même on serait favorable au projet de Gérald Darmanin? Alors, vous avez posé la question, je vous donne la réponse. D'abord, j'ai compris que vous étiez hostile à toute réforme. Donc c'est bien, vous ne voulez pas réformer, vous voulez mettre des impôts, des taxes, d'accord, mais pas de réforme. À toutes les réformes que vous faites. Dès qu'on veut faire une réforme, vous au livret sécurité de la France Insoumise, 36 pages de propositions de réforme, mais c'est pas grave, allez-y. Vous n'en voulez pas. Bon, très bien. Aujourd'hui, le constat a été fait qu'il y a des doublons, qu'il y a des pertes de substances, qu'il y a des compléments qui peuvent être faits aujourd'hui. La police fonctionne en silo. De rapprocher les deux aujourd'hui en respectant l'identité de la PJ, les moyens de la PJ et les financements de la PJ à côté, en les respectant. Aujourd'hui, en les faisant travailler ensemble, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire en sorte que la petite délinquance qui gagne aujourd'hui, même la grande, qui gagne les petites villes, les citoyens à côté, puisse mieux fonctionner parce que les services fonctionneront mieux entre eux. Fondamentaux. D'ailleurs, tous les syndicats ne sont pas opposés aujourd'hui. Les expériences qui ont été menées sur le terrain dans certains départements montrent que ça peut fonctionner demain. Et le ministre a déjà dit qu'il accepterait qu'il y ait une direction interdépartementale pour le faire. Mais je pense qu'au moment, c'est justement, si on fait cette réforme, c'est pour la faire avant les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde pour que la police soit plus efficace. Alors, il n'est pas question aujourd'hui. Ma réponse, non au moratoire aujourd'hui. Je pense que cette réforme, il faut la faire. Parce qu'il faut la faire par des mesures, d'abord, pour de l'efficacité supplémentaire. Pour qu'il y ait plus d'efficacité, que chacun dans son métier soit bien fixé, rassuré, et je crois que le ministre, M. Darmanin, les a déjà rassurés sur ce moyen, donc je ne suis pas favorable à ce moratoire.
Mais en réalité, la police judiciaire fonctionne déjà admirablement. Ce qu'on appelle police judiciaire, la direction centrale de la police judiciaire a un taux d'élucidation extraordinaire, plus de 80%, est déjà très bien organisé sur l'eau du spectre. Il manque de moyens. Ils ne demandent pas à être fondus. Mais bien sûr qu'ils se parlent entre eux. Mais vous savez très bien. Les policiers, ou des gens qui sont cloîtrés dans un bureau et qui vont se cacher. En tuyau. Vous croyez vraiment ça? Eh bien, lisez le rapport de vos collègues. Lisez le rapport de vos collègues parlementaires. Il y a le rapport de Philippe Dominati aussi de la Commission des finances qui était très intéressant, qui est rentré au fond du sujet. Il faut qu'on sorte des punchlines. Le rapport de vos collègues, il est orienté. Mon ami, le sénateur Jérôme Durain, était farouchement hostile depuis le début, donc il n'allait pas faire un rapport. Mais Mme Bellourot, c'était pas son cas. Très bien. Elle n'était pas du tout hostile à la réforme. Et d'ailleurs, moi-même, je suis pour réformer la police nationale. Encore une fois, je vous ai dit. Pas cette réforme-là. Mais pour le coup, à la limite, écoutez-moi, pour qu'il y ait un chef unique de la police sur police aux frontières, voie publique, renseignement territorial, je comprends la logique opérationnelle. Je l'admets et j'y suis même favorable. Par contre, je suis favorable à ce qu'on sanctuarise la police judiciaire. Et ce n'est pas vrai qu'avec ce qu'a proposé le ministre avec des mots... Elle est sanctuarisée dans non, son ce n'est pas son vrai. identité. Non, ce n'est pas vrai. Parce que nous avons creusé... Totalement. Écoutez, on a creusé... Respectez un peu le travail qui a été fait par les parlementaires, les auditions successives qui ont été faites. Je respecte surtout le travail qui a été fait par le ministre. Voilà, en l'occurrence, ça, j'ai bien compris. Merci. J'ai bien compris. Vous avez choisi votre camp, mais ça, c'est dommage. Vous êtes avant tout parlementaire et pas proche membre du gouvernement. Non, je suis parlementaire qui soutient le gouvernement pour qu'il réussisse. Parce que moi, vous voulez que la France soit à genoux. Moi, je veux que la France réussisse. Alors allons-y. Continuez comme ça. Non, je veux pas que la France soit à genoux. Vous l'avez demandé. Je veux que le gouvernement soit à genoux. Je veux que le gouvernement retire sa réforme des retraites. Mélenchon a dit, mettez l'économie à genoux. Écoutez, si vous voulez vous payer le luxe d'avoir en plus des manifestations de policiers, en plus de celles de tout le reste du pays contre votre réforme des retraites, écoutez, débrouillez-vous. Voilà. Eh bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Juste une petite précision, parce que c'est important, l'espérance de vie en bonne santé, on a vu des chiffres très récemment, vous les avez vus, augmente. Ah bon, bah tant mieux, tant mieux pour les gens. C'est bien aussi que, tant mieux pour les gens. Je sais que vous alliez vous en féliciter. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis. Reste avec nous pour la dernière question de Vincent Roux en direct du Figaro Live. Vincent, c'est à vous. Alors, oui, on va essayer de poser une question intéressante. Une commission d'enquête parlementaire est en train de faire la lumière sur les raisons de la perte de la souveraineté énergétique, François Patriat, et tout le monde salue le travail qui est fait. Au regard de ce qu'on apprend aujourd'hui, et on a quand même, ne vous en déplaise, frôlé le crash énergétique au mois de janvier, est-ce que vous regrettez la fermeture de Fessenheim ? Écoutez, je ne regrette pas la fermeture de Fessenheim parce que quand je connais la durée de vie, je ne suis pas spécialiste de cette centrale qui est en Alsace et que Mme Schillinger connaît bien mieux que moi, je pense que tous les gouvernements précédents, y compris M. Hollande, y compris le gouvernement de gauche, avaient décidé de fermer Fessenheim. Parce qu'il y a des risques dessus et que... On est en train d'apprendre que c'est pour des raisons politiciennes. Non, pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, je ne les connais pas, donc je vous réponds comme tel. Ce que je dis aujourd'hui, les difficultés que nous avons, c'est parce que nous avons tous cédé. En tout cas, pour ce qui me concerne. Et vous me reconnaîtrez cela. Au moment où le nucléaire n'était pas à la mode, où tout le monde disait qu'il fallait arrêter le nucléaire en 2050, j'ai créé dans la région Bourgogne le pôle nucléaire bourguignon pour garder les savoir-faire nucléaires avec toutes les entreprises du nucléaire pour les savoir-faire qui vont nous être bien utiles demain pour pouvoir construire les nouvelles centrales. J'ai fait le pôle nucléaire, le pôle de compétitivité. Vous savez, faire un pôle de compétitivité sur le nucléaire en 90, alors que tout le monde s'accordait pour dire le mythe des 50-50, le 50 renouvelable et le 50 atomique, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas et je n'y ai jamais cru. Mais par contre, tous les Français, y compris les citoyens, ont vécu avec cette idéologie qu'on pouvait le faire. Or, on voit bien aujourd'hui que compte tenu des besoins d'énergie que nous allons avoir demain, qui vont encore se multiplier avec les voitures électriques, avec tout. On a besoin d'énergie supplémentaire et qu'on n'échappera pas au nucléaire. Je n'ai pas compris. C'était une erreur ou pas de fermer Fessenheim ? Je pense que de fermer Fessenheim, moi je ne connais pas les raisons sécuritaires. Vous dites c'est pas une question de mode, il faut une vision quand on gouverne. Je ne suis pas suffisamment spécialiste du nucléaire pour savoir si les raisons de sécurité étaient... J'en sais rien. Moi on me dit qu'effectivement, les responsables du nucléaire me disent attention, c'est une centrale qui était à bout de course, pour lesquelles il y avait des risques potentiels. Il y en a d'autres qu'on devra fermer par le futur. Celle-là, je pense que... Moi, je ne suis pas à même de vous donner les éléments de sécurité ou pas. Mais je pense que si la décision a été prise, elle a été prise non pas pour des raisons politiques, parce que j'en vois pas l'intérêt politique aujourd'hui, mais en connaissance de cause sur les risques que ça faisait porter. Il y avait un intérêt politique, François Patriat. Il y avait l'alliance d'abord des socialistes et des écologistes, et ensuite, il y avait l'intérêt politique d'avoir le soutien de Nicolas Hulot
au gouvernement et de sa présence au gouvernement. Donc ça a été les deux raisons qui ont été quand même manifestes et Alors, que tout le monde met en secondes. lumière. Il reste, pardon, il reste 30 secondes, même pas pour répondre. Alors, C'est un faux procès en politique, je vous le dis comme tel, parce que le président de la République a montré qu'il savait résister politiquement, aussi bien aux écologistes, il l'a fait, il l'a montré, d'ailleurs Nicolas Hulot est parti, donc il était là pour les faire plaisir tous les jours, il a su résister, il est pour l'intérêt général, et je pense qu'en l'occurrence, cet avis a été pris sur des bases d'experts, et pas sur des bases politiques, comme vous semblez le dire. Merci Vincent Roux, merci à tous les deux d'avoir accepté en tout cas le principe du débat, merci de nous avoir suivis bien sûr sur LCP et Public Sénat, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'audition publique. Bonne semaine à tous, d'ici là, bonne soirée.